Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avions dit que nous allons discuter des postulats de la mécanique quantique. Donc ceux qui sont à la base du travail avec la théorie de Schrödinger. Alors on a vu l'interprétation statistique qui dit que la probabilité, ou plutôt la densité de probabilité, est le carré du module de la fonction d'onde. Et avec cette probabilité, on peut calculer la valeur moyenne de toute grandeur qui est répandue dans l'espace, donc qui dépend de la position. Toute grandeur qui dépend de la position, on peut facilement calculer la moyenne avec cette densité de probabilité. Mais on a des besoins plus généraux. On a besoin de calculer toute quantité, de pouvoir extraire toute information. Donc on a besoin d'outils plus puissants. Et pour ça, on va poser trois postulats généraux. Et ces postulats découlent d'ailleurs déjà de tout ce que nous avons vu. Et un tel traitement sur une grandeur moyenne, comme nous en avions vu, devient alors simplement un cas particulier de la situation générale. Alors le premier postulat consiste à dire que à toute variable dynamique correspond un opérateur, on peut l'appeler oméga ici, un opérateur linéaire. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'il est linéaire? Mais que si on a oméga qui agit sur A1, psi1 plus A2, psi2, psi1 et psi2 étant deux fonctions d'onde quelconques, A1 et A2 étant deux nombres quelconques, deux nombres complexes, alors ceci est égal à A1 oméga psi1 plus A2 oméga psi2. Tout simplement. C'est donc simplement ça que ça veut dire opérateur linéaire. Donc ça c'est le premier postulat qui dit que toute variable dynamique peut être représentée par un opérateur linéaire qui agit sur la fonction d'onde. Des exemples que nous avons vus, c'est l'énergie qui correspond à moins IH bar variation au cours du temps et l'impulsion qui est moins IH bar variation avec la position. Nous avions vu cela. Et tout opérateur obéit à une équation dite aux valeurs propres, donc telle que oméga V1 étant une fonction d'onde, oméga VI étant une fonction d'onde, égale petit oméga I, VI. Oméga I ici étant un nombre complexe. VI étant une fonction d'onde. Une telle équation peut être résolue, et alors si on a des solutions, VI est appelé une fonction propre de l'opérateur, et oméga I est la valeur propre qui correspond à cette fonction propre. Alors on a mis un petit i pour dire qu'il peut y en avoir plusieurs. V1, V2, V3, V4. Il peut y avoir plusieurs fonctions propres, chacune avec sa valeur propre. Le deuxième postulat dit que les mesures précises correspondent aux valeurs propres. C'est-à-dire que si j'effectue une mesure précise de cette grandeur, de cette variable dynamique, par exemple la valeur de l'énergie, la valeur de l'impulsion ou tout autre, alors les seules valeurs que l'on peut trouver sont les valeurs propres, oméga i. Et le troisième postulat
dit que les fonctions propres, oui, forment une base de l'état. Et en fait, cette hypothèse est plus mathématique, égale une base, c'est plus une hypothèse mathématique que physique. Parce que c'est quelque chose qu'on peut démontrer mathématiquement, et ça ne nécessite pas une hypothèse physique. Donc, toute fonction d'onde peut s'écrire comme une somme AIVI, une somme sur les fonctions propres. Et la probabilité de mesurer la valeur oméga i est donnée pour une particule qui serait décrite par cette fonction. Donc là, bien entendu, la probabilité de mesurer oméga i est donnée par AI carré. Voilà, ça ce sont les postulats généraux. Et ils ressemblent fort à ce que nous avons vu, et en effet, ils en découlent. On peut le vérifier assez facilement. Hein. On avait vu que dans un processus quelconque, on avait vu la notion d'opérateur. On a une fonction d'onde psi qui passe à travers un processus physique, par exemple une expérience de Young, et qui donne un autre état en retour. Et on pouvait calculer l'amplitude de ce processus. On avait déterminé des états de base qui correspondent au processus, comme par exemple les différentes fentes par lesquelles peut passer l'électron dans une expérience de Young, ou les atomes autour duquel se situe l'électron dans un cristal. Et lorsqu'on effectue une mesure, par exemple, par où passe l'électron dans une expérience de Young, on trouve forcément, par construction, les états de base, c'est-à-dire les fentes par où passe l'électron, une des deux fentes. Et on avait déterminé que l'amplitude d'être, par exemple de passer à telle fente, donnait la probabilité de passer par cette fente, c'est-à-dire avec le carré, exactement comme maintenant, l'état complet étant la somme des deux états de passage par une fente et par l'autre. C'est exactement ce que nous venons de faire ici, sous une notation un peu plus générale, un peu plus abstraite. Alors, les états doivent être normalisés pour pouvoir parler de probabilité. Nous en avons déjà souvent parlé. Et il y a deux types d'états. Les états qui sont bien localisés, comme les paquets d'ondes, qui ne posent pas de problème, et les états qui se propagent partout, et où malheureusement, la somme sur tous les états diverge, ou l'intégrale, la fameuse intégrale que nous avions vue, elle diverge. Alors, une solution qui est souvent utilisée, outre la normalisation par les fonctions delta de Dirac, que nous avons vu, c'est la normalisation dans une boîte. Donc on considère que le système est dans une boîte, une très très grande boîte, de largeur L, un cube, et on peut alors imposer les valeurs sur les parois de la boîte. Par exemple, on peut dire qu'on exige que la fonction d'onde s'annule sur les parois de la boîte. Dans ce cas-là, on retrouve une situation où la fonction d'onde est localisée, bien que la boîte puisse être très grande. Et donc, le calcul de la normalisation donne des nombres finis, puisque la boîte a une taille L3, une taille finie. Notez que imposer que les valeurs de la fonction d'onde soient 0, en général ne change pas
beaucoup les états du système, parce que la boîte est très grande, et qu'en général, les états ont tendance à diminuer avec la distance, et les états d'énergie qui étaient continus, pour des états complètement dispersés, pour un état localisé, deviennent des états discrets, mais avec des différences d'énergie très faibles, extrêmement serrées, à tel point qu'on ne pourrait pas les distinguer par une mesure, et qui donc paraissent continues. Plus la boîte est grande, et plus ils seront serrés. Je vais donner un exemple simple, rapidement. Une autre condition qui est souvent utilisée, parfois beaucoup plus pratique, c'est les conditions aux limites dites périodiques. On n'exige pas que la fonction d'onde s'annule sur les parois de la boîte, mais on exige qu'en deux points opposés, la fonction d'onde ait des valeurs opposées, ainsi que la variation de la fonction d'onde avec la position. Donc, on exige que psi et variation avec la position de psi aient des valeurs opposées. C'est d'ailleurs souvent le cas pour une forme de type sinusoïdal. Donc cette condition est un peu plus réaliste, bien qu'elle ne change pas grand-chose en réalité, et on fait des calculs à l'intérieur de la boîte, donc on ignore ce qui est à l'extérieur, et du fait que les valeurs sont opposées sur les extrémités, dans les calculs, les contributions de la surface du cube s'annulent. Et donc, on obtient des calculs qui fonctionnent bien. Et à nouveau, on a une discrétisation très fine. Alors, pour donner un exemple, pourquoi est-ce que les états sont discrets dans ce cas-là? Ben, avec les formes sinusoïdales, si on impose par exemple que la fonction d'onde soit nulle sur les parois, alors le nombre de bosses doit être un nombre entier, de façon à ce que la fonction d'onde puisse s'annuler sur les parois. Elle pourrait être comme ça, ou bien beaucoup plus petite fréquence, mais toujours un nombre entier de manière à tomber juste et tomber égal à 0. Donc, la longueur d'onde de la particule doit forcément être telle que n fois une demi-longueur d'onde, puisque pour une longueur d'onde, l'onde fait deux bosses. Donc, n fois 2 fois la longueur d'onde, un certain nombre entier, doit être égal à L. Et longueur d'onde précise, fréquence précise, donc énergie précise. Et donc, on a des états quantifiés de l'énergie, puisque la fréquence, la longueur d'onde ne peuvent pas être quelconques. Mais si L est très grand, alors les différences de deux longueurs d'onde successives peuvent être infimes, et on peut avoir un très très grand nombre d'énergies extrêmement proches les unes des autres, quasiment continues. Et d'ailleurs, on continue à parler d'états avec un spectre continu, même si du fait du choix de la normalisation, ce n'est plus tout à fait vrai. Mais on continue à parler de cas continus. Alors, ce genre de choses, on peut par exemple vérifier tout ce que ceci donne sur, par exemple, l'énergie, avec l'opérateur de l'énergie. Je ne vais pas le faire en détail, parce que c'est du pur calcul, donc pur développement mathématique, qui ne nous intéresse pas ici. Et je vais donner seulement les résultats. Donc on obtient, en utilisant l'opérateur de l'énergie, on obtient un ensemble de fonctions d'onde qu'on note UE de R, E pour une certaine énergie, des fonctions d'onde normalisées. On démontre, on calcule facilement que les fonctions d'onde sont indépendantes les unes des autres,
Alors, on l'avait vu, hein, on avait déjà vu ça dans le cadre de l'énergie, que si les énergies sont différentes, les états correspondants sont indépendants. Vous vous rappelez qu'on avait vu ce calcul-là, on avait vu que UE pour E et E' différents est égal à 0. Alors, le calcul de cette amplitude, dans le cas continu, ça s'écrit simplement UE' astérisque UE dQr, l'intégrale, et on vérifie que elle est égale à 0 si E' est différent de E. On dit que, puisqu'on avait vu aussi que les états peuvent être des vecteurs d'un espace vectorial, un espace de Hilbert, on dit que ces fonctions d'onde, ces états sont orthogonaux, par analogie avec la géométrie, et comme ils sont normalisés, on dit qu'ils forment des états, un ensemble d'états orthonormaux. Dans le cas où c'est dégénéré, c'est-à-dire où on a plusieurs états avec une énergie différente, des états indépendants, donc pas simplement un multiple bien entendu, ils sont normalisés de toute façon, mais plusieurs états différents pour la même énergie, on vérifie facilement par le calcul qu'on peut sélectionner, par exemple s'il y en a deux de la même énergie, on peut aussi sélectionner deux par une combinaison des deux autres, de manière à respecter ceci. Dans ce cas-là, on ajoute un petit s pour dire laquelle solution on a choisi de façon à avoir ce résultat, une base orthonormale. En pratique, souvent on néglige d'écrire le S, il est sous-entendu dans le cas où les états seraient dégénérés. On vérifie aussi facilement que les valeurs propres de l'opérateur énergie, c'est-à-dire les valeurs propres, c'est-à-dire l'énergie E, est un nombre réel. C'est évidemment important, puisque l'énergie est une quantité mesurable, et on s'attend à mesurer des quantités réelles, et pas des nombres complexes. On démontre aussi une relation assez importante, qu'on retrouve fréquemment, appelée relation de fermeture. Alors celle-ci dit que la somme sur toutes les valeurs propres, sur toutes les énergies, de UE star R', UE R, pour R' et R donné, cette somme est égale à 0 si R est différent de R'. Ne pas la confondre avec la précédente, c'est pas la même relation. Là, on fait la somme sur toutes les positions. Ici, on a des positions qui sont deux positions bien choisies, bien déterminées, et on fait la somme sur tous les états, sur toutes les énergies. Et on obtient 0, c'est appelé la relation de fermeture. Et en fait, c'est lié au fait que l'ensemble des états de base est complet et indépendant. Donc chaque état est indépendant. Ça veut dire qu'ils sont orthonormaux. Complet, ça veut dire qu'on peut représenter toute fonction comme une somme sur les états de base. Et c'est un moyen simple de vérifier qu'un ensemble de fonctions d'onde peut former une base. Il suffit de vérifier l'orthonormalité et la relation de fermeture. On peut aussi calculer la moyenne de l'énergie directement à partir des postulats et de l'opérateur énergie, et on retrouve ce que nous avions vu précédemment, que l'énergie moyenne est simplement donnée par psi star
l'intégrale, psi psi star, l'opérateur énergie, on va noter oméga en toute généralité, psi égale d cube r, et qui donne la valeur moyenne de l'opérateur oméga ou de l'énergie par exemple. Et on vérifie lors de ce calcul que l'opérateur doit bien être mis ici, au milieu. Donc psi, le complexe conjugué, l'opérateur, la fonction de psi, d cube r. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Mais parce que justement il opère sur la fonction d'onde. Par exemple, l'opérateur énergie, la variation au cours du temps. Donc ici, ça va être pour l'énergie, la variation au cours du temps de psi, et non pas de psi astérisque. Donc la place est importante et on le vérifie par le calcul détaillé. Voilà, bon, ça c'est encore assez abstrait. On peut faire le même type d'exercice avec les états de l'impulsion. J'avais déjà vu ce genre de choses, donc je ne vais pas à nouveau réentrer dans ce genre de détails. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça. On obtient des états qui sont des états sinusoïdaux, hein, vous connaissez ça. Et il est temps de passer maintenant à un peu plus de concret. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons des applications. Nous commencerons avec une application qui est le puits de potentiel carré. Et nous verrons ce que donne la fonction de Schrödinger dans ce cas-là. Je vous remercie.